Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 12h GMT, midi partout au Sénégal. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Souleymane Niang. À la une de cette édition, le face-à-face entre le procureur de la République de Tambacounda et les 13 présumés auteurs de l'attaque mortelle de Koumpentoum depuis ce matin. Information RFM, dans le cadre de cette affaire, les 13 mis en cause auraient fait des aveux circonstanciés lors de l'interrogatoire que nos sources qualifient de musclé de la gendarmerie. 1 an avec sursis, 1 million de francs CFA à l'amende et 100 millions au titre de dommages et intérêts. Tel est le verdict de la deuxième chambre de la Cour d'appel dans l'affaire Abdoul Mbaye contre son ex-épouse Aminata Diak. Nous parlerons dans ce journal de la polémique autour du projet de démolition-reconstruction du marché Sandaga de Dakar. Les commerçants approuvent, mais ils s'étonnent de l'existence de plusieurs maquettes du nouveau projet. Et puis la grosse colère des étudiants contre Ecobank au sujet des conditions éprouvantes de paiement de leur bourse. Le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop a eu des mots très durs à l'encontre de l'institution bancaire ce matin. Notre dossier du jour portera sur le train de vie princier de l'État à la lumière de la sortie du président Macky Sall sur le sujet hier lors du lancement du programme d'appui à la modernisation de l'administration. La gestion sobre serait-elle un simple slogan? Exemple, l'utilisation abusive du téléphone. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Biramda Abed accuse le nouveau président de la Mauritanie de faire dans la politique d'exclusion. Le candidat arrivé deuxième à la présidentielle se fonde pour juger sur les premières nominations de Mohamed Ghazouani, le fils du président du Congo Brazzaville, accusé de détournement de deniers publics 30 milliards de francs CFA à travers l'une des sociétés écrans de Denis Christelle Sassou Nguesso. Et l'Union africaine, elle, salue l'accord de transition trouvé entre les différents acteurs au Soudan. Merci Binta Diallo. Le développement de tous ces titres dans un instant. Pour le menu du journal des sports, bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Souleymane Niang, bonjour à tous. Afro Basket 2019 à J-4, RFM vous plonge dans la compétition. Déjà dans 12 heures, on ira à la découverte des adversaires du Sénégal. Force et faiblesse de l'équipe de l'Égypte, mais également de la Côte d'Ivoire avec Youssouf Bodian Chan 2020. On parle de football. Après avoir sorti le Libéria, les Lions locaux vont affronter la Guinée-Conakry qui a éliminé le Sénégal lors des 2 précédentes éditions. Un adversaire pris au sérieux par Serigne Saluga, sélectionneur des Lions locaux. A tout à l'heure, Malal Junior Diagne, et puis à suivre nos rubriques habituelles. Le reportage Tabaski du jour, la chronique du jour de Pape Sambakan et la revue de la presse. Souleymane Niang. Nous nous rendons d'abord à Tambacounda où siège la Légion Est de la gendarmerie au lendemain du transfèrement des 13 individus présumés auteurs de l'attaque mortelle du bureau de poste de Koumpentoum il y a un peu moins de 2 semaines. Le procureur de la République entend à l'instant même la bande de malfaiteurs. Nous y reviendrons dans un instant avec notre correspondant à Tambacounda. Mais avant cela, cette information de première main sur l'enquête que vient de boucler la gendarmerie. Tous les 13 auteurs présumés de l'attaque auraient avoué leur implication dans le braquage et dans le meurtre de l'adjudant-chef-major Tamsir Sané. Les détails avec vous, Babacar Fall. Idriss Osso, le présumé tireur de la balle qui a tué l'adjudant-major Tamsir Sané, n'aurait pas mis beaucoup de temps pour avouer que c'est bien lui le coupable. Le suspect numéro 1 aurait utilisé un PA, comme on dit dans le jargon militaire, un PA, un pistolet automatique. Le défunt a reçu une balle en pleine tête. Mais les enquêteurs n'ont pas réussi à mettre la main sur l'arme fatale. Pourquoi ? Idriss Osso s'en serait débarrassé aussitôt après l'attaque meurtrière du bureau de poste de Koumpentoum. Le meurtrier présumé du commandant Sané aurait toutefois collaboré avec les gendarmes en donnant les informations qui ont permis de mettre la main sur les autres membres de la bande. Les 13 suspects et complices n'oublieront pas de sitôt leur séjour dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum. Selon nos informations, les interrogatoires étaient corsés, musclés. Rendons-nous à présent au tribunal de Tambacounda où notre correspondant Moussa Omar Gueye suit pour nous l'audition des prévenus par le procureur de la République. Voici son reportage. Au tribunal de Tambacounda, les gendarmes éléments du Garci ainsi que le minibus ont quitté les lieux pour dire tout simplement qu'ils ont passé le témoin au parquet.
Les gardes pénitentiaires sont installés au portail de la cave où les mises en cause doivent être entendues par Demba Traoré, le procureur de la République. Après son réquisitoire introductif, Demba Traoré va remettre le dossier au juge d'instruction pour l'approfondissement de l'enquête sur l'affaire du braquage suivi de l'assassinat du commandant Tamsir Sané de Koumpentoum. Les 13 présumés meurtriers peuvent encore bénéficier d'un retour de parquet ou être placés sous mandat de dépôt. Et certainement, ils seront poursuivis pour assassinat, vol aggravé avec effraction, usage de véhicules, usage d'armes à feu sans autorisation administrative, association de malfaiteurs. Juste signaler que la sécurité est renforcée du côté du tribunal de grande instance. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Toujours dans la chronique judiciaire, le verdict est tombé dans le procès en appel dans l'affaire qui opposait l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye à son ex-épouse Aminata Diack. Abdoul Mbaye écope d'1 an de prison avec sursis, d'une amende d'un montant d'1 million de francs CFA et il est condamné à payer la somme de 100 millions de francs CFA à Aminata Diack au titre de dommages et intérêts. Abdoul Mbaye avait été jugé pour faux, usage de faux et escroquerie. Et le procureur avait requis 1 an de prison ferme en première instance. Les avocats d'Abdoul Mbaye promettent de réagir prochainement. RFM, la radio de toute l'actualité. Nous l'évoquions dans les titres, le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a porté plainte contre Ecobank. Ceci afin de dénoncer ce que ce collectif appelle l'arnaque et le laxisme de la banque face au paiement des bourses. Les étudiants déplorent par ailleurs ce qu'ils appellent toujours l'escroquerie de certains points cash qui profitent de l'occasion pour arnaquer les étudiants selon eux. Cependant, ils interpellent les autorités pour qu'elles règlent leurs problèmes. Dénonciation faite lors d'un point de presse ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, compte rendu à Djimaguet Ndiaye. Très remontés contre Ecobank, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop ont finalement saisi la justice. Pour eux, ils ne parviennent pas à percevoir leur bourse d'études. Cheikh Ahmadou Bamba Faye est le président de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine. Nous avons déposé une plainte carrément explicite donc pour que l'Ecobank puisse répondre de ces accusations-là et qu'on puisse entériner cette question d'une manière définitive. Ces étudiants se désolent toutefois du mutisme des autorités sur la question. Les autorités sont toujours interpellées, mais jusqu'à présent, il y a un laxisme notoire. Il y a un mutisme des autorités que nous ne parvenons toujours pas à comprendre. Et à cela s'ajoute au fait de l'arnaque que les points cash, Wari, les points Weasel sont en train de faire auprès de nos camarades étudiants en leur demandant de payer des frais supplémentaires pour récupérer leur bourse alors que cela n'existe nulle part. Donc ils n'ont aucun droit de le faire et c'est de l'arnaque également et de l'escroquerie en simple et due forme. Le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop dénonce par ailleurs le non-renvoi de 4 de leurs camarades de l'UGB qui seraient impliqués dans l'affaire des eaux usées qui avait été déversé dans le bureau du recteur de l'UGB. Nous espérons vous faire entendre la réaction d'Ecobank dans nos toutes prochaines éditions. Restons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour parler de la sécurité des étudiants. Le nouveau directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar compte installer des portes électriques sécurisées, une mesure qui est loin de faire l'unanimité à l'UCAD. Si certains étudiants sont favorables à cette idée, d'autres estiment que la solution est ailleurs. Voici le reportage à ce sujet d'Anna Rocha. 3 mois après son installation à la tête du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Abdoulaye Sow déroule son plan d'action. L'une de ses priorités, la sécurité des étudiants. Et oui, l'installation de portes électriques sécurisées à l'entrée du campus peut être une solution. C'est l'avis d'Assane Sissoko, étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques. C'est une chose vraiment nécessaire. Parce que à chaque fois, au niveau du campus, certains de nos camarades étudiants peuvent aller même jusqu'à sortir des armes blanches. Et des fois, le querellement entre étudiants, au niveau des années, ça dérape franchement. Ce serait une mesure excessive selon Mohamed Ndiaye de l'Ensut. Bon, je pense qu'il faut trouver une autre alternative là, mais les portes électriques, c'est un peu sauvage. Et je pense que le mieux, c'est qu'on contrôler les étudiants, ce qu'ils font à l'intérieur, plutôt que de faire des portes électriques. Mettre d'autres moyens,
Lorsque je lui annonce la nouvelle, Mam Gossé écarquille de gros yeux. Cette étudiante en biologie végétale pense que cette idée du directeur du COUD peut mettre mal à l'aise les étudiants. Je ne me sens pas en danger. UCAD, c'est la famille. Certes, parfois, il y a des confrontations, il y a des malentendus, il y a des problèmes, mais ça arrive quoi. Donc, je ne pense pas que c'est nécessaire de faire des portes électriques et tout ça, parce qu'en fait, ça pourra mettre mal à l'aise les étudiants et tout ça. Ici, c'est notre milieu. C'est tout ce que nous avons, quoi. Pas la peine de faire ça. Hormis la sécurité, Abdoulaye Sow pense aussi à améliorer le cadre de vie du campus social. Certaines actions ont déjà même été entamées en ce sens. Et puis un mot sur l'affaire des étudiants orientés par l'État dans les établissements d'enseignement supérieur privé. Dans nos précédentes éditions, vous avez suivi le ministre de l'Enseignement supérieur sur les revendications des 10 établissements et sur la colère exprimée par les étudiants hier à l'université. Ce matin, le cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur, ce cadre donc est reçu par le ministre de tutelle au ministère. RFM, la radio de toute l'actualité. Le projet de reconstruction du marché Sandaga, certains commerçants applaudissent, mais pour le mouvement And Taxawu Sandaga, ils ne comprennent rien de la démarche des autorités car il y a 2 maquettes qui circulent. Pour eux, le président Macky Sall doit trancher. Reportage Salimata Aou. Comme ni ko commerçant yëpp sentir ak gàcce tamit surtout comme li daan am toujours rek loolu moom moo amaat tey. Il était présent hier à la chambre de commerce lorsque l'État a proposé de reconstruire le marché Sandaga. Daouda Diouf est le président du mouvement And Taxawu Sandaga. Il se dit déçu de la démarche des autorités. J'étais présent hier et aucun commerçant n'est au courant de ce nouveau projet. On ignore la nouvelle maquette. Ils nous ont seulement dit qu'ils vont reconstruire le marché. Le président nous avait reçus au palais et a validé notre proposition. Mais la question que l'on se pose est que pourquoi ils ont changé le projet? Dans son coin, Ibrahim est vendeur d'accessoires de téléphone. Il adhère au projet de démolition. Je suis tout à fait d'accord pour la reconstruction. Seulement, nous voulons que ça soit un marché moderne. Le président de And Taxawu Sandaga précise que la plupart des commerçants qui approuvent cette démolition ne comprennent pas que la maquette proposée est différente de la première. Même si je suis d'accord pour la démolition, mais qu'est-ce qu'ils nous proposent à la place? C'est ça notre préoccupation. Il y a un manque de communication. Je leur ai dit hier d'assumer leurs responsabilités. Le marché Sandaga sera démoli après la fête de la Tabaski, une annonce du ministre en charge de l'urbanisme Abdou Karim Fofana. Le programme de recasement sera initié par le gouvernement. Les commerçants veulent leur implication avant toute démolition. Salimata Aou, la Tabaski justement avec Ziguinchor qui cherche encore 17 000 moutons à une semaine de la fête de l'Aïd al-Kabir. Sur un besoin exprimé de 23 000 moutons, seuls 6 000 sont reçus à la date du 6 août 2019. Le chef du service régional de l'élevage qui donne ces chiffres reconnaît que le déficit est énorme et difficile à combler. Évariste Bassène exhorte les éleveurs à s'orienter vers Ziguinchor où la demande présentement est très forte. Évariste Bassène avec la Minba. Actuellement, dans la région de Ziguinchor, nous avons un approvisionnement de 30% par rapport aux besoins. Donc, il reste 70% approvisionnés. Ce qui veut dire que sur les 23 000 animaux qui sont prévus, nous sommes encore à 6 000 sujets. Donc, cette situation, quand même, puis le fait qu'il reste quelques jours, pose quand même un certain nombre de préoccupations. Donc, c'est pourquoi nous travaillons vraiment avec le niveau central pour arriver quand même à avoir un approvisionnement qui est satisfaisant. Actuellement, avec le taux de pénétration que nous avons, par rapport à l'année dernière, à la même période, nous sommes à une situation de déficit. Donc, l'année passée, à la même période, on était à 15 000 sujets et cette année on est à 6 000 sujets. Vous voyez, il y a une différence énorme. Ce qui fait que les moutons actuellement, nous espérons que pour les 6 jours qui restent, que nous aurons quand même suffisamment de moutons. Vignerons, ils sont à 1000 et quelques sujets, donc la situation est identique pour un besoin de 4000 sujets. Vous voyez quoi, donc il y a quand même une forte pression. Donc il y a quand même une situation de déficit par rapport à l'année dernière. Nous avons reçu un pic, nous avons reçu 6 000 moutons aujourd'hui, donc le déficit est énorme. Il est difficile à combler et nous espérons que nous allons arriver à le combler parce que quand même, il faut qu'on ait 6 000 moutons par jour pour pouvoir espérer à gérer ce pic-là le plus vite possible. Nous avons 2000 moutons par jour. Jusqu'à la veille de la fête, ça peut aller. Mais ce n'est pas une situation souhaitable. Ce qui fait qu'en fait, actuellement, dans la région de Ziguinchor, si toutefois les promoteurs viennent, ils vont vendre leurs sujets, ils vont vendre les animaux parce que vraiment l'offre est très faible et la demande est forte. Et puis, à une semaine de cette fête, le service régional du commerce de Kédougou a élaboré une fourchette de prix
Pour l'oignon et la pomme de terre, le chef du service régional du commerce est formel. Le prix des sacs de 50 kg d'oignons et de pommes de terre ne dépasseront pas ces prix 11 000 francs CFA. El Hadji Rofal est le chef de ce service régional du commerce de Kédougou. Il est au micro d'Ibrahima Diabakhate. Les prix homologués à travers les relevés hebdomadaires. Pour ce qui est des produits qui relèvent de la vente libre, ils ne sont pas fixés. Alors là également, surtout les produits qui sont fortement demandés, tels que l'oignon et les pommes de terre, nous avons fini de faire le tour du marché et de donner des fourchettes de prix et pour définir des prix plafonds. Alors donc l'oignon ne peut pas dépasser aujourd'hui à Kédougou, le sac d'oignon ne peut pas dépasser alors 10 000 francs. Le sac de pommes de terre ne peut pas dépasser 11 000 francs. Toujours dans l'actualité sociale, cette réaction de l'économiste Mounirou Ndiaye, qui n'est pas convaincu par les explications de la direction générale de la Sénélec sur les supposés problèmes de trésorerie. Il soutient que cette entreprise a bien des difficultés liées à la dette non payée de l'État. Mounirou Ndiaye était l'invité de RFM Matin. Les délestages ne peuvent provenir que de deux problèmes. Problème donc de panne ou bien d'incendie quelque part ou de non-indisponibilité de certaines sources de production ou bien tension de trésorerie, comme cela touche le gouvernement, ça a touché peut-être la Sénélec et que la Sénélec ne peut pas honorer ses factures de combustible. Du moment que l'État leur doit beaucoup d'argent et que ça a été dit, il y a des problèmes de trésorerie. Parce que la Sénélec, quand même, si l'État lui doit plus de 50 milliards, la Sénélec ne peut pas avoir 50 milliards de bénéfices. Donc cela doit quand même avoir une incidence sur ses potentialités financières. Il y a effectivement tension de trésorerie selon les informations qui sont fournies, qui sont glanées de part et d'autre. Je pense que donc aujourd'hui, cela ne peut pas être réfuté. Il y a des problèmes de trésorerie, il y a des problèmes de financiers. Dans toutes les entreprises du Sénégal, les entreprises publiques notamment, il y a des problèmes de financiers. Il faut quand même le reconnaître et qu'on puisse trouver des problèmes. Si les municipalités, le gouvernement et d'autres organismes ne payent pas leurs factures, aujourd'hui c'est le moment de leur dire de payer les factures parce que ces impayés-là qu'ils ont un impact indirect sur d'autres Sénégalais qui payent régulièrement leurs factures. Cela impacte parce que si la Sénélec, aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est-à-dire que les énergies, l'électricité qui ne dépend pas du combustible ne fait pas plus de 12%, malgré toutes les installations photovoltaïques. Ce qui fait que donc il y a plus de 88% de l'électricité qui aujourd'hui dépendent encore du gaz, du pétrole et du charbon. Donc c'est des problèmes de combustible. Il faudrait acheter du combustible. RFM, fréquente en modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Souleymane Niang. À 12h17, nous en venons maintenant au dossier du jour qui porte sur le train de vie de l'État, une véritable préoccupation. Macky Sall en a fait cas hier. Plus de 300 milliards de francs CFA depuis 2012 pour l'achat de véhicules pour l'administration, sans oublier la facture téléphonique estimée à près de 20 milliards de francs CFA. La gouvernance sobre et vertueuse ne serait qu'un slogan, regrette un ancien fonctionnaire et inspecteur du travail à la retraite. Ces dépenses exorbitantes participent à vider les caisses de l'État au moment où les urgences sont là, souligne Abdou Fouta Diakhoumpa, un syndicaliste de l'administration recommande une optimisation. Barthélémy Ngom. La gestion étatique de tout pays a un coût, mais il y a problème au Sénégal au rythme où vont les choses. Le train de vie de l'État est tout simplement dispendieux. Plus de 300 milliards CFA pour acheter des véhicules pour l'administration depuis 2012, sans oublier la facture téléphonique estimée à plus de 17 milliards CFA. Abdou Fouta Diakhoumpa, ancien fonctionnaire, inspecteur du travail à la retraite, explique le problème. Il y a évidemment un problème dans la mesure où une partie de cet argent pourrait servir à autre chose, à quelque chose qui serait plus profitable pour la population sénégalaise. Mais il faut noter que le constat est fait qu'il y a beaucoup de véhicules en panne, non réformés, non réparés, qui peuplent les cours de certains services publics. Dépenser autant de milliards pour acheter des véhicules que les gens n'entretiennent pas. Des véhicules qui ne feront pas plus de 5 ans d'âge, mais ce qui est de surcroît malheureux, c'est que la plupart du temps, ces véhicules ne sont même pas réformés et vendus. Parce que je peux comprendre qu'un véhicule tombe en panne, on le répare. Matar Dabo, le secrétaire général du syndicat des cadres et employés de l'administration publique, situe le problème à plusieurs niveaux. L'administration est une organisation
qui a besoin de moyens et de ressources pour son fonctionnement. Et les véhicules font partie aussi des moyens pour son bon fonctionnement. Maintenant, ce qu'il y a à noter, est-ce que les véhicules qui ont été achetés ont été destinés aux ayants droit au sein de l'administration pour qu'ils puissent accomplir correctement leur mission de service public? Parce que si c'est le cas, on peut dire donc que ces dépenses sont utiles malgré la lourdeur de la facture. On peut constater que ces dépenses sont utiles. Maintenant, s'il s'agit de dépenses pour des véhicules de prestige, pour faire plaisir à certains directeurs et à leur lobby qui tourne autour d'eux dans les services de l'administration, ce sont des dépenses qu'il faut revoir et qu'il faut condamner. Abdou Fouta Diakhoumpa, lui, propose des solutions. La première solution, c'est le type de véhicule la plupart du temps, parce qu'il y a des véhicules de l'administration qui ne peuvent pas durer longtemps. La deuxième chose, il faut entretenir les véhicules. La troisième, il faut réformer les véhicules. Mais le mieux, c'est de faire comme dans le privé, un car-plan. C'est donc le paradoxe de l'émergence. Pourtant, Macky Sall, qui a fait de la gestion sobre et vertueuse son slogan, a même tablé sur une baisse de 33 milliards du train de vie de l'État dans le cadre du projet de loi de finances 2014. C'est dans cette optique que le chef de l'État, Macky Sall, avait supprimé certaines agences. Mais le problème reste toujours entier et l'écart en termes d'avoir se creuse de jour en jour entre administrés et administrateurs. Les caisses de l'État en souffrent et Gourgourlou trinque. S'agissant du téléphone, la facture est passée de 22 milliards en 2015 à 12 milliards en 2016 avant de repartir en très forte hausse jusqu'à 17 milliards de francs CFA l'année en moyenne ces dernières années. Le président de la République s'en est offusqué hier. Quelle est l'explication de cette situation malgré l'intranet gouvernemental qui offre ses services de communication aux agents de l'administration? Mohamed Ali Mouba. Selon des indiscrétions, l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans la mise en place d'outils de communication entre agents de l'administration. Entre 2005 et 2019, c'est 4500 km de fibres optiques qui ont été posés, 1337 bâtiments administratifs connectés dans les 14 régions du Sénégal. L'intranet, un réseau privé de l'État pour interconnecter toute l'administration, avec des services tels l'appel audio, système vidéo, vidéoconférence et Internet rationalisé. Des agents ont été dotés aussi de puces. À partir de 2015, avec ces outils, l'État a réduit de moitié sa facture de communication. De 22 milliards, on est passé à 12. Mais une année plus tard, c'est reparti en hausse pour frôler les 18 milliards en 2019. C'est que beaucoup de membres de l'administration sénégalaise ont retrouvé leurs vieilles pratiques, le relâchement aidant, les appels hors service à tout va et les appels internationaux aussi, selon des indiscrétions, puisque avec l'ADI, c'est contraignant de visiter les réseaux sociaux, YouTube et certains sites de téléchargement. Ils passent par d'autres opérateurs pour satisfaire des loisirs, ce qui fait flamber davantage la facture de communication de l'État du Sénégal. RFM. L'actualité internationale. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. En Mauritanie, l'opposition s'en prend au président Razouani. Par la voix du candidat arrivé deuxième à la présidentielle, l'opposition mauritanienne accuse le président Ghazouani de mener une politique de repli sur soi. Et selon Biramda Abed, que vous allez entendre, cela a commencé avec son investiture. Le député et un militant anti-esclavagiste s'est confié à notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diopan. Les premières nominations, on a vu. Elles ont concerné des partisans et militants. Pour l'opposition, c'est exclusion et détérioration des relations. Nous souhaitons en tout cas, comme il y aura d'autres nominations, qu'on mette dans le gouvernement des personnalités capables de s'ouvrir. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour la Mauritanie d'apaiser la situation et d'améliorer les relations entre l'opposition et le pouvoir. Autre actualité, l'Union africaine se félicite de l'accord de transition au Soudan. La réaction du président de la Commission de l'Union africaine ne s'est pas fait attendre. Suite à l'accord de transition entre le Conseil militaire et les forces pour la liberté et le changement au Soudan, voyons tout cela avec Mohamed Ali Mouba. Moussa Faki Mahamat s'est réjoui de l'accord de transition au Soudan. Cela montre de l'avis du président de la Commission de l'Union africaine que le continent peut résoudre ses propres problèmes. Mahamat félicite
félicite les acteurs qui ont su surmonter leurs divergences pour l'intérêt du Soudan. Le président de la Commission de l'Union africaine exhorte les partenaires bilatéraux et multilatéraux à redoubler d'efforts pour fournir au Soudan et à ses autorités de transition le soutien nécessaire au cours de cette phase de l'histoire du pays. Il a par ailleurs réitéré l'engagement constant du bloc régional à soutenir le peuple et les autorités soudanaises dans leur quête de paix, de réconciliation et de prospérité. Les États-Unis se sont par ailleurs félicités de la signature du document constitutionnel de la période de transition. Et puis au Congo-Brazzaville, le fils du président Denis Sassou Nguesso accusé de détournement de deniers publics. Détournement d'un montant de 50 millions de dollars, environ 30 milliards de francs CFA. Denis Christel Sassou Nguesso est accusé par l'ONG Global Witness entre 2013 et 2014. Nafissatou Silla. Denis Christel Sassou Nguesso aurait dilapidé les deniers publics par l'intermédiaire de sociétés écrans basées à Chypre. Selon l'ONG Global Witness, qui a vendu la mèche sur le fils du président du Congo-Brazzaville, Gabox, l'une des sociétés écrans aurait bénéficié d'un faux contrat public pour participer à l'élaboration d'une carte géographique de la République du Congo. Et cette société serait, en fait, selon RFI, la propriété de Denis Sassou Nguesso. D'après Global Witness, un intermédiaire portugais du nom de José Vega a affirmé avoir eu accès à des documents prouvant qu'elle appartient bien au fils du président Denis Sassou Nguesso. Les fonds alloués à Gabox ont été transférés dans plusieurs pays, comme la Suisse, l'Espagne et la France. Le fils du président du Congo-Brazzaville était déjà mis en examen en France dans l'affaire des biens mal acquis. Suleiman, c'est tout pour cette page internationale. Merci Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. D'abord, toutes nos excuses. À présent, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Le journal des sports, Afrobasket d'abord, choix des 12 Lions pour l'Afrobasket. Le sélectionneur parle de la difficulté au moment de prendre la décision. La difficulté au moment donc de faire son choix. Sur les 15, il a finalement retenu que 12. 3 ont été donc libérés. Un choix difficile mais nécessaire selon le sélectionneur national Cheikh Sarr qui s'est dit confiant face donc à l'attente du public. Cheikh Sarr est au micro de Sodetiam. Jouer chez soi, c'est très difficile. Je pense que c'est un processus très long pour que les filles puissent s'adapter à l'environnement, au lieu d'entraînement, au lieu de compétition, au trajet. Tout ça là, c'est très difficile, quoi. Donc on a voulu vraiment jouer ici pour faire un grand test avant la Coupe d'Afrique. Alors ce que nous cherchions, c'est beaucoup de choses. Il y en a qui ne sont pas encore définitifs. On va continuer à peaufiner les stratégies. On a joué 2 systèmes, un long et un court, sur 11. Ça veut dire qu'on n'a pas, personne ne veut dévoiler son jeu. Peut-être l'Égypte aussi n'a pas dévoilé son jeu, on ne sait jamais. Mais on a vu qu'ils ont joué 6 systèmes de jeu et 4 défenses. Une défense agressive et une défense fille à fille. On n'est pas satisfait totalement. Il y a vraiment des choses que nous attendons encore. Mais là, en dehors de l'Eradi, ils viennent de sortir de l'université américaine. Et c'est des jeunes agressifs qui veulent participer à la fête, quoi, entre guillemets. Je pense qu'il faut qu'on arrive à moduler l'expérience et la jeunesse. Et voilà, quoi. Parce que c'est des véritables joueuses, hein. Elles savent jouer au basket. Je pense que c'est les mamans quand elles arrivaient, étaient très jeunes comme Astou. C'est elles qui ont fait sortir les Khady Diop. C'est elles. Alors que Khady Diop était quadruple reine, elle était triple championne d'Afrique. Les jeunes, ils viennent 20 ans, 22 ans, et les font sortir. C'est la même chose aujourd'hui. Voilà, il y a des cadres qui sont sortis de l'équipe à cause de ces jeunes-là. Mais au niveau des grandes, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est l'expérience, elles continuent de bosser, mais il faut faire un choix. Les choix, on fait des erreurs, on ne sait pas. Mais on fera en fonction de l'état actuel, mais pas dans une projection de 2-3 ans. C'est maintenant, quoi. C'est maintenant à J-4. RFM vous plonge dans la compétition avec le début des présentations avec le groupe A, le groupe du Sénégal, composé du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de l'Égypte. Force et faiblesse des adversaires des Lions avec Youssouf Bodian. Entre les Lions et le trophée de l'Afrobasket, c'est une longue histoire d'amour. 12 trophées en 23 éditions pour le Sénégal qui détient le record continental. Mais en 2017 à Bamako, les Lions se font chipper leurs biens par une équipe du Nigeria, très physique. À Dakar, il faudra donc sortir les griffes pour aller chercher le trophée. D'ailleurs, Dakar réussit bien à l'équipe du Sénégal.
Les Lions ont remporté 4 des 5 éditions du FIBA Afrobasket disputées à domicile, soit depuis 1977, 27 victoires et une seule défaite lors de l'Afrobasket 2007 remporté par le Mali. Ce sera donc le premier Afrobasket féminin pour Cheikh Sarr qui a réussi la prouesse d'amener le Sénégal en 8e de finale de la Coupe du Monde 2017 en Espagne. Enfin tacticien, il pourra compter sur la meilleure marqueuse de l'histoire de l'Afrobasket, Assou Traoré, toujours à droite malgré ses 38 ans. Elle aura à ses côtés la jeune garde incarnée par Yacine Diop et compagnie. Pour son premier match, le Sénégal va affronter la Côte d'Ivoire qui, en 12 participations, n'a pas réussi à monter sur le podium. En 2017, les éléphants ont terminé à la 5e place de l'Afrobasket au Mali. Kani Kouyaté, 29 ans, Kariata Djabi, 24 ans, 1,93 m, engagés la saison prochaine en France à Villeneuve d'Ascq, seront entre autres joueuses à suivre. L'équipe de la Côte d'Ivoire est amenée à Dakar par Alpha Mané qui remplace le coach français Simon Guillou. Les éléphants devraient donc disputer le 2e ticket du groupe avec l'Égypte, vainqueur des 2 premières éditions de l'Afrobasket en 66 et 68 face au Sénégal. À l'époque, l'Égypte s'appelait République arabe unie. 50 ans après, les Égyptiennes courent derrière un 3e trophée. En 2017, elles avaient terminé 7e à Bamako. À Dakar, on attend donc une confirmation de Soraya Degadi, 24 ans, qui s'était illustrée en 2017 et son efficacité remarquable. Ce sera également le premier Afrobasket pour le sélectionneur Arab Al-Alfi qui avait montré de bonnes choses lors des éliminatoires de la zone 5. Pour finir, Suleiman, juste annoncer le début du regroupement de l'équipe nationale locale qui doit rencontrer le mois prochain l'équipe de la Guinée-Conakry pour le compte des éliminatoires du CHAN. Le sélectionneur qui a convoqué donc 24 jours en regroupement à partir de demain 11h. Ce sera au centre Jules François Bokandé de Touab Dialaw. Merci beaucoup, Malal Diagne Junior, et bon appétit. RFM, reportage. Notre reportage Tabaski, la célébration de l'Aïd el-Kabir en famille, laisse parfois la place à d'impitoyables rivalités entre co-épouses, chacune veillant à ne point se faire ravir la vedette par l'autre. Une situation qui, nous dit Oumou Kalsoum Li, qui ôte le sommeil aux hommes polygames. Des dépenses à l'infini font de la Tabaski une fête particulière. Par contre, dans d'autres familles, heureusement, c'est plutôt un grand plaisir de se retrouver avec sa coépouse pour passer la fête. Voici donc le reportage de Oumou Kalsoum Li. Ndeye Fatou est la 2e femme de son mari. Depuis son mariage, c'est la première fois qu'elle passe la fête de Tabaski aux côtés de sa coépouse. Des moments qu'elle compte savourer en famille. C'est la première fois pour moi de devoir passer la fête de la Tabaski en famille. En fait, même ce sera la première fois que je vais rencontrer ma coépouse. J'espère que ça va très bien se passer dans la convivialité. Parce que je pense que c'est l'idéal de passer la fête de Tabaski en famille. Pour ce père de famille qui a 2 épouses, l'idéal est de payer 2 moutons pour faire plaisir à toutes les 2. Avec la fête de Tabaski. Dieu merci, à chaque fête de Tabaski, j'achète un mouton pour chacune de mes épouses. La fête de la Tabaski en famille, c'est quelque chose de merveilleux. Mais certaines femmes n'aiment pas partager. Donc, vaut mieux faire ce qui t'arrange. Fatou, une autre 2e épouse, pense que tout mari doit acheter une bête à chaque épouse pour créer la paix au sein de la famille. Les polygames doivent acheter 2 moutons, c'est obligé. En tout cas, c'est l'idéal. Cela va permettre à chaque femme de fêter la Tabaski tranquillement en famille. Tabaski, des moments de ferveur religieuse au Sénégal. Mais le constat, c'est que les pères de famille, surtout ceux qui ont plusieurs épouses, doivent casquer fort pour passer une fête tranquille de l'Aïd el-Kabir. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour est signée Pape Sambakan. Mardi dernier, ici même, je déplorais pour débuter cette chronique la misère humaine que constituait la condition des migrants africains noirs, ou engloutis dans les abysses méditerranéens, ou échoués dans la désillusion, une fois miraculeusement échappés de l'odyssée que constitue leur traversée des mers. Et c'était pour mieux passer aux relations inégalitaires, appuyées sur des postulats devenus inacceptables entre nos pays et l'Europe, principalement, disais-je alors, la France. Avant de conclure sur la nécessité de revoir ces relations, cause principale de la dégradation de l'image de nos gouvernants et de ce sentiment anti-français grandissant dans nos pays. J'avais en tête cette image sur laquelle un ami écrivain avait attiré mon attention l'année dernière déjà,
que c'était la première fois depuis l'indépendance qu'il voyait inscrit sur les murs de l'université de Dakar la mention « France dégage ». Il n'était question alors que des magasins Auchan sur fond de rageuses polémiques sur le franc CFA, plus colérique d'ailleurs que technique. Et cette autre image de manifestants maliens, tous brandissant le drapeau français avec, dessiné sur la bande blanche, une tête de mort. Ils réclamaient le départ de la France de leur pays, déchiré par la guerre et le terrorisme. Cependant, qu'accouru pour être leur sauveur, l'ancien colonisateur est soupçonné de pomper uranium et or des zones qu'il contrôle. 2 jours plus tard, je tombe sur Facebook sur ce post d'une personne que je connais et apprécie, Fatimata Diallo, professeure de français qui s'est révélée dernièrement excellente romancière avec une première œuvre, Des cris sous la peau, dont on n'a pas fini d'entendre parler. Voici son post axé sur le facteur humain, comme en écho à ma chronique, très éloignée des idéologies à impasse et des rageuses invectives improductives, mais qui touchent à un certain cœur du problème. Je la cite quasi exhaustivement. En quittant Dakar pour Paris, je croyais être venu dans la plus belle ville du monde pour me reposer, visiter les expositions, etc. Tant que je prenais le métro souterrain, tout allait bien. Puis j'ai bénéficié d'une voiture et le paradis s'est mué en enfer. Le long du boulevard périphérique, des pustules vertes comme des abcès sur la colonne vertébrale d'un géant malade sont alignées. De temps en temps, une pustule éclate et délivre son contenu. Un homme. Il est hagard, décharné, le regard vide de l'affamé, les membres perclus de désespoir. Il a tout perdu. Il a traversé le Sahara dans des conditions indescriptibles. Il a bravé les mers et les océans. Il a déjoué les traquenards les plus compliqués. Et il est là, sur ce boulevard périphérique, réceptacle de toutes les pollutions parisiennes, coincé entre les voitures aux allures vertigineuses et les flics postés en nombre en arrière-plan. De temps en temps, un embouteillage ralentit le flux des voitures. Il se précipite vers les automobilistes, la main et sa misère en avant. Mes enfants reculent, effrayés, au fond de la voiture. Au début, j'ai du mal à comprendre que ces pustules vertes, ce sont les tentes qui composent les camps de migrants dont parle la presse. Mais là, aucun doute, ce sont bien eux. Je croise le regard d'un Sénégalais, oui, je suis sûr. Ni Malien, ni Guinéen, ni Érythréen. Celui-là est bien un compatriote. Je le reconnais à sa dégaine boulefalée, à son allure entre dandy misérable des tropiques et insolence caractéristique de certains jeunes du pays. Il pourrait être mon fils. Je hurle aux enfants que ces gens sont des humains et pas des bêtes sauvages. Le savent-ils encore eux-mêmes? Il fait chaud à Paris ces jours-ci. Une canicule où les températures frôlent régulièrement les 40 degrés. Et ces tentes hostiles et minuscules sont leurs maisons. Les larmes montent de mon ventre et se mêlent au bouillonnement de colère qui y couve. La compassion l'emporte. J'imagine les conditions de vie de ces gens condamnés par le système à quitter l'humanité pour être moins que des bêtes. On caresse la tête des chiens ici, mais on détourne le regard de son frère d'ailleurs. Bien sûr, il y a les bénévoles et les efforts entrepris pour alléger leur fardeau. Mais sera-t-il possible de leur rendre l'humanité qu'ils ont laissée dans leur traversée? Ce qui les attend, sans travail ni dignité, n'est-il pas pire que ce qu'ils ont quitté? J'avoue que la question est complexe et nécessite probablement une réflexion plus poussée qu'un post épidermique sur Facebook. Mais pour l'amoureuse de Paris que je suis, cette ville n'aura plus jamais le même visage. Fin de citation. Et c'est ainsi que la France elle-même, ma sœur, n'aura plus le même visage, qui virera chaque jour plus hideux si elle ne fait rien, en toute sincérité et respect pour nous, Africains. Et si nos dirigeants ne se font pas porteurs de cette demande sociale et politique qui s'exprime, on l'a vu avec ce poste, de toutes les façons possibles, y compris celles qui sont excessives ou intéressées, mais qui ne changent pas fondamentalement la donne principale. RFM, la presse du jour. Intégrer une grande école. Le groupe ISM à Dakar, pionnier et leader de la formation en Afrique de l'Ouest et membre du groupe Galileo Global Education, premier groupe d'enseignement supérieur privé en Europe, vous ouvre ses portes. En licence ou en master, faites le choix d'une formation accréditée. En école de management, en école de droit, en école d'ingénieur informatique et digital ou au Madiba Leadership Institute. À l'ISM, construisez dès aujourd'hui votre parcours et préparez votre carrière. Today ISM, Tomorrow the World. Info 221 33 869 76 77 ou sur www.groupeism.sn. Le groupe ISM, leader de la formation en Afrique de l'Ouest, vous offre la revue de presse
La revue de la presse avec Georges Détié-Diop. La sentence est tombée. Le marché Sandaga va être démoli après la Tabaski. Une décision du ministère du Commerce dont l'Observateur se fait l'écho. Elle fait suite à un rapport des services techniques. Selon l'Obs, le constat qu'ils ont fait est alarmant. Le bâtiment ne présente plus des garanties de sécurité nécessaires au maintien de la sécurité publique et son effondrement partiel ou total peut être un danger pour les occupants ou pour les passants ou pour les cantines aux alentours et pour toute autre personne susceptible d'y pénétrer. Ainsi, l'État a déjà averti les commerçants et leur a proposé un plan de recasement en attendant la reconstruction du marché d'ici 2021 pour un coût de 10 milliards de francs CFA entièrement financé par l'État du Sénégal. L'État qui a dépensé 307 milliards de francs CFA pour l'achat de véhicules en 7 ans. L'information barre la une de Vox Populi et est aussi rapportée par la plupart des journaux. Une révélation du président Macky Sall hier lors du lancement du programme d'appui à la modernisation de l'administration. Le chef d'État a aussi fait état, comme le souligne Vox Populi, Tribune et Le Soleil, d'une facture téléphonique de 16 à 17 milliards de francs CFA par an. Mais qu'est-ce qui explique cette facture téléphonique salée de l'administration? Source A évoque entre autres le fait qu'à la fin du mois, chaque téléphone cellulaire d'un ministre, communément appelé ligne, reçoit 500 000 francs CFA, même si durant le mois écoulé, son détenteur n'avait pas pu épuiser le crédit qui lui a été alloué. Conséquence d'une telle situation, une rationalisation s'impose, ce d'autant que Macky Sall a mis le doigt sur la cherté des factures téléphoniques. Ce n'est pas tout. Selon le quotidien pour qui Macky vide les crédits, le chef de l'État a promis de trouver une solution à l'état de délabrement des bâtiments administratifs à l'intérieur du pays, mis en exergue par les gouverneurs. Les gouverneurs, justement, si l'on se fie au journal Les Échos, ils ont vidé leur sac lors de la rencontre. À titre illustratif, le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Diallo, qui affirme que la déconcentration n'avance pas au rythme de la décentralisation. Et Guy Diouf de Ziguinchor confie qu'ils ne peuvent pas installer Internet à cause de la vétusté des bâtiments. Quant au gouverneur de Diourbel, Gorgui Mbaye, il a déclaré que certains collaborateurs au niveau central ignorent leurs responsabilités. Réponse de Macky Sall, une de ses réponses en tous les cas. Le but de l'administration n'est pas de s'occuper d'elle-même et de mettre autant de ressources pour son fonctionnement. Propos aux premières pages de Vox Populi et de Les Échos. Dans le quotidien national Le Soleil, il ajoute que l'administration doit s'apprivoiser à l'excellence. Selon le journal, l'administration sénégalaise est appelée à améliorer ses performances pour répondre aux défis de l'heure et aux attentes légitimes des usagers en se modernisant. Ainsi, le président Sall confie au gouverneur, comme le souligne Vox Populi, qu'il veut développer avec eux une véritable administration de développement. À la une du journal Le Témoin, il est question de l'affaire des 94 milliards de francs CFA et des membres de la commission d'enquête parlementaire. Chersek et compagnie, que mon confrère appelle croque-mort de première classe. Et pour cause, Le Témoin parle de commission d'enterrement parlementaire de Beno. Selon le journal, ils ont enterré sans fleurs ni couronne l'accusation de détournement de deniers publics portée par le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, contre Mamour Diallo, ancien directeur des domaines. Et l'on parle de Guy Marius Sagna et Adama Gaye. Source A rapporte que le procureur de la République a apporté, à travers un communiqué, des précisions sur les chefs d'accusation qui pèsent sur l'activiste et le journaliste consultant. Cela dans le dessein de prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes. Seulement pour Source A, la question qu'il importe de se poser est celle de savoir quelle est la pertinence de cette sortie si l'on sait que celle-ci n'apporte rien de nouveau. En tout état de cause, pour le cas Adama Gaye, le président du Forum du Justiciable confie dans Sud Quotidien que l'attitude de certaines organisations de défense des droits de l'homme risque de contribuer à l'effondrement de notre état de droit. Selon Babacar Ba, pour le cas Guy Marius Sagna, on n'a rien à reprocher aux organisations de défense des droits de l'homme. Mais pour celui de Adama Gaye, qui est totalement différent du cas de Guy Marius, certaines organisations de défense des droits de l'homme devraient commencer par dénoncer les propos excessifs de Adama Gaye et lui rappeler que nous vivons dans un État organisé soumis à des règles qui répriment toute atteinte à l'honorabilité des gens et qu'on n'a pas le droit de jeter le discrédit sur les institutions. Retour sur le drame de Boker en France. L'Obs apprend que l'autopsie des corps de Ibrahima et Seynabou a révélé
révélé une mort par empoisonnement avec de puissants somnifères. Et Emmanuel, le père des 2 enfants, a été inculpé après l'ouverture d'une information pour assassinat. Dans l'Obs toujours, le grand-père des enfants se confie pour Ibrahima Fall. Ce qui est arrivé à ses petits-enfants est cruel. En sport, l'ancien ministre des Sports, Daouda Faye, disqualifie Aliou Cissé. Dans le quotidien Les Échos, Vava est d'avis qu'il faut le changer. Il a fait 2 CAN, il n'a pas de chance. En plus, il souligne que Aliou Cissé n'a pas le niveau des Lions. L'un d'entre eux, Sadio Mané, est de retour à Liverpool et est déjà dans le bain. Record fait savoir qu'arrivé hier, lundi, Sadio Mané a vite repris du service. Après une visite médicale réussie, il a rejoint ses coéquipiers à l'entraînement. D'ailleurs, Record indique qu'il n'est pas impossible de voir Sadio Mané disputer la première journée de la Première Ligue vendredi. À vos kiosques et bonne lecture. Le groupe ISM, leader de la formation en Afrique de l'Ouest, vous a offert la revue de presse. Bienvenue à présent dans Point de vue qui discute aujourd'hui du train de vie de l'État. Et pour en parler, nous sommes avec M. Pathé Ndiaye, expert en management, ancien directeur du bureau organisation et méthode, entre autres responsabilités. Et nous serons tout à l'heure également avec Maïssa Babou, économiste, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'abord, M. Pathé Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez entendu hier la sortie du président de la République au sujet des dépenses de l'État, de la lourdeur du fonctionnement de l'État. En tant qu'ancien directeur du bureau organisation et méthode et en tant qu'expert en management, quelle est votre réaction? Et plus précisément, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le système pour qu'on en arrive à des sommes aussi astronomiques en termes d'achat de véhicules et de factures téléphoniques dans l'administration? Oui, bonjour. Merci de m'interroger sur cette question. Bon, j'ai entendu, disons, j'ai vu plutôt ce matin dans la presse quelques comptes rendus là, de cette réunion. Mm-hmm. Bon, sur cette problématique des dépenses de l'État, mm-hmm. De l'augmentation des dépenses de l'État, si vous voulez, ce que je peux dire, c'est que, en fait, on constate que depuis 2000, il y a une dérive. Il y a une dérive parce que les structures et les mécanismes de contrôle qui étaient en place, donc pour contenir ces dépenses, sont devenus, je crois, ont été soit supprimés ou affaiblis, ne sont plus utilisés. Et quels sont ces mécanismes-là? Bon, regardez par exemple, en termes de dépenses de fonctionnement, comme sur l'acquisition de véhicules, il y avait des structures, il y avait une structure qui autorisait l'achat des véhicules, qui déterminait pour chaque catégorie de fonction le type de véhicule que l'on peut acquérir. Bon, en plus, il y avait également une liste quand même limité de droits à des voitures de fonction. Mais quand je vois j'ai vu qu'il y a quelques mois, il y a un ministre qui disait on disait qu'il y a un ministre qui avait 4 véhicules de fonction. Je me dis qu'il a dû se passer quelque chose, il n'y a plus de structure de contrôle. Donc on a l'impression que maintenant tout le monde a droit à un véhicule, tout agent a droit à un véhicule, et puis les types de véhicules qui sont des véhicules donc consommateurs ne sont pas contrôlés. Donc je n'ai pas l'impression que ces mécanismes de contrôle existent toujours. Sinon on n'en serait pas là. Mais en amont, il y a aussi le budget qui est voté par l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que ce type de dépenses apparaissent dans le budget avec tous les détails nécessaires pour qu'on puisse, dès cette étape-là, anticiper sur ces dérives? Oui, même si dans le budget on prévoit d'acquérir des véhicules, c'est tout à fait normal, mais est-ce que actuellement, je veux dire, est-ce qu'il y a une liste exhaustive et limitée
d'ayant droit à un véhicule de fonction. Hein? Je n'ai pas l'impression, parce que je vois que dans certains services, on a 4, 5 voitures, 10 voitures. Hein? Pour une seule et Comment même peut-on personne. expliquer cela? Exact. Hein? Même si le crédit existe, il devrait y avoir quand même des mécanismes de contrôle. Des procédures. Pour limiter ce droit. Moi, j'ai assisté au forum de l'administration il y a quelques années. Je crois que c'était en 2017. Je suis arrivé peut-être parmi les derniers, mais j'étais ébahi par le nombre de véhicules que j'ai vus ce jour-là à Kamiado. Des véhicules de gros cylindres, des 4x4, des 8x8. Des 8x8 et des marques américaines. Exactement. Qui sont à des directeurs de service. Je crois qu'il y a eu un laisser-aller dans ce contrôle. Je crois qu'il faut que l'on rétablisse ces mécanismes de contrôle pour l'acquisition des véhicules. M. Ndiaye, je reviens à vous dans un instant pour le dernier tour de questions. Le temps d'introduire M. Maïssa Babou. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la réaction de l'économiste face à ces chiffres? Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur, ce que représente 307 milliards de francs CFA ces 7 dernières années en termes d'acquisition de véhicules et 17 milliards par an en termes de factures téléphoniques? Oui, difficile l'ordre de grandeur, mais de toute façon, le chiffre est astronomique. C'est-à-dire que je rejoins Pathé parce que quelque part, effectivement, il n'y a pas de norme, en fait. Si le verrou du contrôle et de la normalité saute, la porte est ouverte à tous les abus. Mais je crois que le premier abus, c'est le président lui-même qui est le premier responsable. Hein. Parce que quand vous voyez les voitures de l'Assemblée nationale, mais c'est le président qui a autorisé quand même ces Superlux-là. Et on parlait tout à l'heure de 8x8 de 4x4 dans tous les services. Oui, c'est donc quelque part une mauvaise gouvernance de ces fonds-là. Donc le choix est critiquable. Mais l'autre chose, c'est que nous avons aussi une administration horizontale, hein, un organigramme horizontal. Ça vous donne... c'est très large. En fait, et chacun est chef de quelque chose, sans compter direction de quelque chose. Finalement et fatalement, ça va nous conduire à beaucoup plus aussi de responsables et donc qu'il faudra forcément doter des avantages qui sont prévus par la loi. Mais j'étais ébahi ce matin quand j'ai entendu qu'un seul ministre recevait 500 000 francs de téléphone et quitte de tous les autres chefs de service. Moi, je crois que c'est un problème que l'État a laissé comme ça pourrir. Le bureau organisation et méthode devait être le garant d'une certaine maîtrise des normes et donc des autorisations. Parce que nous, à l'université, pour acheter une voiture EP, il nous faut faire une demande qui va jusqu'à la présidence de la République. Il y a toute une procédure, absolument. Jusqu'à la présidence de la République et revenir. Souvent, tu perds tellement de temps, tu as l'argent, c'est notre argent, mais on est normé. Donc, effectivement, il y a un problème, un verrou à sauter. Et bonjour les dégâts. Alors, à l'économiste, je vais poser la question qui peut fâcher un tout petit peu, mais certains parlent des externalités positives de ce type d'achat, notamment par rapport à l'économie. C'est quand même des dépenses publiques qui soutiennent la croissance, l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même autant de véhicules achetés à des vendeurs, à des concessionnaires sur la place de Dakar. À des concessionnaires étrangers. Ce ne sont pas des venants de France, c'est un fait. Pas des Sénégalais qui allaient encaisser leurs bénéfices. Ce sont des voitures tout neufs, vendues directement, pratiquement usines. Et tout cela, c'est en fait des étrangers qui nous vendent ça. Donc, il n'y a aucune espèce d'externalité positive. Moi, je crois que, au contraire, nous nous mettons à un niveau de dépenses qui frise, excusez-moi le terme, mais l'arrogance. Face aux Sénégalais et aux Dakarois à qui il manque de l'eau, face aux Sénégalais à qui peut-être il manque encore de l'électricité. Mais quand vous voyez qu'un député à l'Assemblée, je donne un exemple, dit-on dans le bureau, a le truc de ministre, le rang de ministre. Mais ce député-là, on lui donne, il paraît 2 voitures et il a peut-être les 500 000
de téléphone, comme 2000, je ne sais pas, 3000 de carburant, mais pour des gens qui ne font même pas 20 km par jour. Donc, moi, je crois que c'est un choix de gouvernance politique pour contenter des amis, pour contenter, pour leur donner aussi les moyens de faire de la politique sur le terrain. Et donc, qu'est-ce qui est dans la tête de ces politiques-là? Mais pour qu'on en arrive à une situation qui est devenue, il faut le dire, ingérable, face à une situation aujourd'hui très critique du budget de l'État. Mais l'alerte a été donnée, je crois, en 2014, quand on a économisé 5 milliards, paraît-il, dans l'eau. Moi, je crois que ça allait continuer. Aujourd'hui, comme on parle de ces 500 000-là, mais je dis, c'est sidérant. Merci à vous, Meissa Babou. En tout cas, pour vous donner un ordre de grandeur, les 307 milliards de francs CFA, c'est en moyenne 44 milliards par an sur 7 ans. Et 44 milliards, même si la voiture coûte à l'unité 44 millions, on a quand même 1000 véhicules par an achetés à 44 millions pendant 7 ans. C'est astronomique. Il reste à savoir si les véhicules professionnels, les véhicules de l'armée sont inclus dans ces achats, mais personne ne nous le dit, encore moins le président de la République. Merci à vous, Meissa Babou. Une dernière question, mais vraiment réponse courte à vous, M. Pathé Ndiaye. On évoque le souci d'attractivité de la fonction publique. C'est ce qui a fait que ces dernières années, il y a eu toutes ces libéralités qui ont été faites aux fonctionnaires pour attirer plus de talents dans la fonction publique. Qu'est-ce que vous répondez à ça très rapidement? Oui, l'attractivité de la fonction administrative ne se fait pas seulement par des moyens matériels et financiers, mais il y a aussi surtout la mission, le travail, le travail de la structure, sa mission. Ça, ça devrait être très, très motivant. Mais si vous regardez la configuration actuellement de l'administration, les cadres compétents quittent les directions centrales pour aller dans les agences. Parce que aussi les missions régaliennes qui étaient exercées par les directions sont de plus en plus exercées par les agences, ce qui est une aberration. Tout à fait, parce merci beaucoup. On a des agences d'exécution. Tout à fait. On doit plutôt renforcer les directions centrales. On doit retourner ces missions régaliennes au niveau des directions et laisser ne donner que les missions d'exécution aux agences. Au niveau des agences. Merci à vous, Pathé Ndiaye. Les gens sont en train de déserter les Merci. centrales. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet d'importance. Merci d'avoir écouté ce journal qui est arrivé à son terme. Excellent après-midi à vous, bon appétit et bonne suite des programmes.